Mais les leads inbound, bah, c'est un peu comme quand on parle à nos annonceurs de notoriété, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas parce que j'ai ouvert un blog hier que tout le monde va se mettre à m'envoyer des formulaires de contact. C'est le résultat d'un très très long travail. Et c'est souvent un travail dont on ne voit pas le résultat. D'accord ? C'est pour ça que j'ai mis cette image qui est un peu dans une présentation sur deux de l'iceberg. Mais en gros, on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail, ça prend beaucoup de temps et ça met du temps à payer. Mais une fois que ça paye, vous allez avoir des leads qui vont rentrer toutes les semaines. Et une fois que vous avez une stratégie qui est adaptée à votre structure, j'insiste là-dessus, ce n'est pas votre structure qui doit s'adapter à votre stratégie d'inbound, c'est l'inverse. Une fois que vous avez ça, vous allez avoir des leads qui vont rentrer en permanence. Et du coup, votre acquisition commerciale va être plus stable. Et la stabilité, c'est toujours bon pour une entreprise. OK ? Donc, je parle pas mal d'inbound. Je vous redonne les bases. J'espère pas être trop insultant si vous connaissez déjà. Mais voilà, l'idée, j'attire du trafic, je le convertis, je conclus et je fidélise. Rien de révolutionnaire. Pas mal de leviers dont vous avez souvent entendu parler. Certains d'entre vous les ont mis en place. Après avoir parlé, il y a une agence qui me disait la semaine dernière que ouais, ils avaient un stagiaire qui a mis en place une petite stratégie d'inbound, etc. Mais quand il est parti, il n'y a plus rien eu. Je lui ai demandé si c'était rentable. Il m'a dit qu'il ne savait pas trop. On va voir ici comment organiser, structurer sa stratégie d'inbound pour vraiment évaluer le ROI de tout ce travail. La première règle de l'inbound, c'est il faut savoir donner pour recevoir. Il y a pas mal de choses qui permettent de faire ça. Je pense au webinar, je pense au livre blanc. Très souvent, quand on est une agence, ou d'ailleurs n'importe quel type d'entreprise B2B, on a un peu de mal à partager notre savoir, notre expertise. Mais en fait, on se rend compte que c'est en partageant cette expertise que les annonceurs ou nos prospects potentiels vont entendre parler de nous. Et c'est comme ça que le jour où mon sales va les appeler, ou le jour où ils auront besoin effectivement du produit que je vends, ils penseront à moi parce qu'ils auront déjà été exposés à cette expertise. Donc il ne faut pas hésiter à transmettre le savoir, l'expertise que vous avez sur des produits, sur des stratégies, sur des technos, pour pouvoir faire entrer du lead. Je pense que j'ai fait le tour de cette slide, il y a beaucoup de texte. Alors, on dirait un peu une peinture, cette slide très symbolique. En parlant à pas mal d'agences, en fait, quand je leur demandais de se décrire, il y en a beaucoup qui me disaient on est une agence SEA. Et en fait, quand on parle à des annonceurs, j'ai parlé à pas mal d'annonceurs en direct aussi, et ils me disaient je sais pas, c'est notre agence, elle gère notre SEA. Il y a beaucoup d'agences en fait SEA ou SEM, il y a beaucoup d'agences qui n'ont pas trouvé encore leur positionnement. Quand on rencontre des annonceurs et qu'on parle de market avec eux, on leur dit en quoi est-ce que vous êtes différent de vos concurrents ? Pourquoi est-ce que vos prospects ils achèteraient chez vous plutôt que chez eux ? Nous, en tant qu'agence, il faut aussi qu'on se pose cette question. Finalement, comment est-ce que je peux me différencier des autres ? C'est par une techno, c'est par autre chose que le SEA. D'accord ? Il y a pas mal de choses qui permettent de vous différencier. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir. Et du coup, j'ai repris ce dessin en forme de T. Il y a des gens qui viennent du milieu des RH dans le coin. Non, dans le recrutement, c'est un peu la petite théorie qu'adorent les recruteurs. C'est en gros, on parle de T-shape, donc en forme de T, donc des personnes en forme de T. Et ça résume en fait leurs compétences. Donc l'idée, c'est que l'axe vertical, ça va être la compétence clé, celle que cette personne domine réellement. C'est sa vraie expertise. Et sur la partie horizontale, ça va être toutes les autres compétences où elle va être plutôt bonne, mais ce n'est pas son cœur d'expertise. D'accord ? Aujourd'hui, une agence, elle se doit d'avoir différentes expertises. On ne peut pas se contenter de travailler que sur un levier. Je pense que vous l'avez tous compris. Il y a pas mal d'agences qui vont faire des sites en même temps, qui vont faire SEO plus SEA. Il y a des agences qui sont plutôt orientées créa à la base, qui font de l'achat média. À vous de trouver votre combinaison, mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'avoir une seule expertise. On doit avoir plusieurs axes de différenciation, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. D'accord ? Ne pas se contenter de dire « nous, on est les meilleurs en paid search ». Parce que des meilleurs en paid search, généralement, il n'y en a qu'un. Et ce n'est pas vraiment différenciant. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant
toutes les autres skills que vous allez avoir dans votre agence. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à étendre un peu votre scope. Aujourd'hui, il y a pas mal de plateformes de formation en ligne. Je pense à du coup la Partners Online Academy que je gère aussi, j'en profite pour faire un petit peu ma pub. Nous, on parle souvent des produits un peu à côté d'AdWords, d'analytics, de Google Tag Manager, de Google Optimize pour faire de l'A/B testing. Toutes ces choses-là, n'hésitez pas à les mettre en avant auprès de vos annonceurs et surtout vos leviers de communication. J'ai un peu anticipé ma slide. Donc, pensez aux outils complémentaires. Là, je vous ai mis les outils de Google, un petit peu corporate, mais pensez aux solutions de bid management, les solutions de flux de produits. Tout ça, c'est des solutions qui parfois sont vraiment recherchées par un annonceur. Et parfois, c'est ce qu'on appelle du biscuit. C'est un petit truc en plus qui fait que cette agence nous plaît plus que les autres. D'accord ? Ok, j'ai vu 2 agences qui sont, les 2 ont l'air très bonnes en SEO, mais il y en a une, elle m'a dit qu'ils pouvaient faire l'implémentation de tout le tracking sur mon site. Moi, je ne sais pas comment m'y prendre. Mon département IT, ils sont un peu sous l'eau parce qu'ils ont 12 000 sites à sortir. Là, le gars, il me propose de tout faire avec Tag Manager, ça va être simple. J'ai plutôt envie de passer par eux. Donc, pensez vraiment à mettre en avant les autres compétences que la compétence clé que vous avez dans votre agence. Ok ? Je parle aussi de la créa ici. Il y a pas mal d'agences en ce moment qui sont en train de se spécialiser sur YouTube. YouTube, je pense qu'on en a tous pitché. Et le premier frein que l'on rencontre auprès des annonceurs, c'est « bah ouais, mais il me faut une vidéo ». Alors, c'est souvent le cas. Donc, moi, j'ai vu des sales qui disaient, bon, un peu roublard, oh, avec un iPhone, un trépied, ça devrait aller. Ce n'est pas toujours le cas. Moi, ce n'est pas forcément ce que je recommande. Mais en tout cas, il y a des agences qui se sont dit, bah, nous, on va se spécialiser dans la créa vidéo. C'est des choses sur lesquelles on marche pas mal. On a des équipes qui peuvent gérer ça. Donc, on a du coup, un prix fixe sur la créa et après on va gérer l'achat média. D'accord ? Ça, c'est un positionnement qui est intéressant. Demain, je veux faire de la vidéo. Si j'ai un gars qui peut me faire ma créa, je vois qu'ils ont un bon studio. Quand je regarde les vidéos de leurs clients, c'est plutôt propre, ça reflète bien ce que je cherche. Et derrière, ils font l'achat média. Ok, je vais aller bosser avec eux. Ça, c'est un positionnement qui est vraiment différenciant. Donc, n'hésitez pas à trouver le vôtre. Il ne faut pas forcément se spécialiser dans un domaine, mais n'hésitez pas à avoir plusieurs cordes à votre arc. D'accord ? Ça va, j'ai surpris personne jusque-là? Vous n'avez toujours pas de questions? Donc, les fondamentaux de la demande de lead inbound. Encore une fois, c'est un fondamental, comme le nom de la slide l'indique, mais faites l'effort. Là, je m'adresse du coup aux personnes qui sont en marketing pour les agences. Regardez votre SEO, regardez votre SEA. Ça, c'est un peu la base de la base. Et moi, quand je bosse avec des agences qui me disent « ouais, on a du mal à faire rentrer de nouveaux clients », je vois que leur site il est catastrophique, il n'y a pas de formulaire de contact, on ne comprend pas ce qu'ils font. J'ai vu des sites de grosses agences où il y avait écrit « achat média ». Qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites quoi derrière? Vous achetez quoi comme média? C'est du programmatique? C'est de la réservation? Est-ce que vous faites du paid search? Tout ça, il faut l'expliquer. Donc, prenez le temps de vous pencher là-dessus. C'est des canaux qui sont rentables, on le sait, on le dit à nos annonceurs. Donc, il faut aussi les utiliser pour nous. D'accord? En plus, a priori, vos équipes de traffic manager, du coup, devraient faire de bonnes campagnes si vous faites du paid search. Donc, vous devriez avoir des campagnes qui fonctionnent bien. Mais faites l'effort de vous checker sur Google et de regarder votre positionnement sur plein de requêtes. La phrase de la journée, faites ce que vous dites de faire à vos annonceurs. Soyez accessible. Il y a beaucoup d'agences où impossible de trouver leur numéro de téléphone, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Il n'y a pas de formulaire de contact sur leur site. Encore une fois, les règles de base de la lead generation sur un site ne sont pas respectées sur leur propre site. Donc ça, c'est également des trucs à vérifier. On va rentrer un petit peu dans le détail de comment optimiser ça, mais c'est vraiment des trucs à garder en tête. Et enfin, le contenu est roi. Est-ce que quelqu'un sait qui a sorti cette citation? C'est assez vieux, c'est Bill Gates qui a sorti ça en 1994, donc c'était vraiment le début du web. Et moi, c'est une phrase que j'ai martelée à la fois quand j'étais chez l'annonceur et en travaillant avec des annonceurs. Il faut créer du contenu. Je ne suis pas un expert en SEO, mais en SEO, on sait que si vous n'avez pas de contenu, globalement, vous sortirez nulle part. Pour montrer son expertise, pour montrer ce qu'on sait faire, il faut créer du contenu.
Et ça, c'est vraiment un truc fondamental. Donc, on va pouvoir le faire sur les différents réseaux sociaux. On va en parler un petit peu après. Et le bon vieux blog, bah, franchement, ça a encore une valeur énorme. Donc, donner pour recevoir, je le répète, n'hésitez pas à faire des pas en avant vers certains annonceurs. Ça peut ne pas payer tout de suite, mais ça paiera plus tard. Donc, les audits gratuits, je pense que toutes les agences devraient en faire. Alors oui, ça prend du temps. Oui, un traffic manager, il est plus rentable s'il bosse sur un annonceur existant qu'à faire des audits. Mais il doit y avoir une personne dans l'agence, ou alors vous répartissez sur plusieurs traffic managers, mais il doit y avoir quelqu'un qui s'occupe de faire des audits. C'est vraiment la porte d'entrée la plus simple pour, un, montrer votre expertise et surtout, deux, closer des clients. Poster des articles. Les rois de l'inbound, alors eux, c'est un peu des machines, hein, ils vont en poster tous les jours, mais n'hésitez pas, vous, en fonction de votre structure, des choses que vous avez à raconter, à envoyer du contenu sur le web. Je vais vous donner après quelques bonnes pratiques. Ça ne sert à rien de poster un article que tout le monde a déjà écrit. Ce n'est pas parce que vous l'avez écrit qui sera forcément mieux. Hein. Mais si vous avez des choses que vous ne trouvez pas sur le web, des questions que vos prospects ou vos annonceurs vous posent systématiquement, notez-les dans un coin de votre tête et après faites un article dessus. Les livres blancs. Alors ça, moi, tous les annonceurs B2B avec lesquels j'ai bossé, c'est une des premières questions que je leur posais. Est-ce que vous faites des livres blancs? Parce que c'est la base pour faire de la lead generation. Sur le marketing digital, on peut en faire sur des tonnes de sujets. Pour le coup, on a de la chance parce qu'on est sur une industrie qui, comme Lionel nous l'a montré tout à l'heure, a une croissance ultra importante. Et l'avantage, c'est que beaucoup d'annonceurs n'y comprennent rien. Et ils passent beaucoup de temps sur LinkedIn à essayer de se renseigner sur différents sujets, sur LinkedIn ou autres d'ailleurs. Et du coup, ils téléchargent des livres blancs. N'hésitez pas à en faire. Si vous êtes expert, je reprends le cas des campagnes vidéo. Vous êtes expert des formats publicitaires sur YouTube. N'hésitez pas à faire un livre blanc dessus. D'accord? C'est des choses qui fonctionnent super bien. Donc, il faut montrer son expertise. J'arrête pas de vous dire que ça fonctionne super bien, mais je vais étayer avec une petite étude. Merci HubSpot encore une fois. On s'est rendu compte que les entreprises B2B qui ont un blog, en fait, ont 67% de plus de leads chaque mois en inbound. Okay, donc, on va avoir, bon là, on est sur un petit volume, on passe de 9 à 15, mais si on peut avoir du coup 70% de leads en plus chaque mois, ça vaut le coup de prendre le temps d'écrire un blog. Encore une fois, évaluez derrière votre ROI. Alors, un article que j'ai vu sur au moins 12 000 sites, c'est un peu vu et revu, donc j'espère que je ne répète pas des choses qui vous parlent déjà, mais comment écrire un bon article de blog? Ça, c'est un peu le petit truc à imprimer, à mettre dans un coin du bureau, ou alors à dire, si vous recrutez quelqu'un en charge de l'inbound, vous lui collez ça sous le nez, vous dites ça, c'est ta base, tout ce que tu écris, tu dois respecter ces règles-là. Okay? Le contenu en lien avec mon expertise. Essayez pas d'écrire des articles sur tout et n'importe quoi. C'est vraiment important. Ça ne servira à rien. Déjà, ça prend du temps. Et si personne ne les lit derrière, ça ne fonctionnera pas. Il y a une phrase qui n'était pas dans l'article. Je l'ai un peu rajoutée, mais je pense que c'est important. C'est « Personne d'autre ne pourra écrire ce contenu ». Si c'est un article qui a déjà été écrit 50 fois par toutes les agences qui font du SEA, ça ne sert à rien de le faire. Vous ferez peut-être mieux, mais globalement, il n'aura pas de traction, il ne générera pas de trafic pour vous. Donc, essayez vraiment de créer quelque chose d'original. Pour les agences qui font du SEO, on sait que ça ne sert à rien de créer quelque chose qui existe déjà sur le web. Même chose sur les articles de blog. Mon titre est accrocheur, mais pas racoleur. Le clickbait, on sait tout ce que c'est. On le voit hein, sur les différents réseaux sociaux. Gardez en tête que nous, l'audience qu'on cherche à cibler, c'est des responsables du coup marketing digital ou des responsables marketing ou des CEO. Donc, c'est des personnes qui sont plutôt calées sur le digital et qui savent ce que c'est que les clickbait. Essayez pas d'en faire. Pour le coup, en termes de réputation, c'est ce qu'il y a de pire, surtout pour une agence qui se spécialise dans le digital. Encore une règle un peu basique, mais qu'on ne fait pas systématiquement. Utilisez l'outil de planification de mots-clés dans AdWords pour chercher quels sont les thèmes qui sont vraiment recherchés par l'audience que vous voulez cibler. Encore une fois, si vous écrivez un article et que ça intéresse personne, peu d'intérêt. Okay, donc, n'hésitez pas à vous inspirer. Moi, c'est ce que je faisais quand je créais des sites dans mon ancienne vie. On essayait de regarder, avant de dire on va faire un site, on essaie de se dire qu'est-ce qui intéresse les gens. Et basé là-dessus, on crée du contenu. Faites la même chose, vous, pour votre blog. Petite règle de SEO, la métadescription,
Ça complète le titre. Ça fait 155 caractères. Image associée, intrigante, mais surtout, elle doit refléter le contenu de l'article. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Je me suis fait avoir pas mal de fois par du clickbait. Hein, ça m'a un peu marqué. De voir une affiche, enfin une photo qui n'était même pas dans l'article, qui n'avait rien à voir avec l'article. Mais j'ai cliqué sur le truc parce que ça m'intriguait. Bah non, votre affiche, votre photo, elle doit reprendre le contenu de base de votre article. 2100 mots, voilà, une petite base de SEO à suivre plus ou moins. Il y a un truc que je trouve intéressant avec certains blogs d'agences, c'est qu'elles prennent le temps de faire des études auprès de leurs annonceurs. Elles vont crawler toute leur campagne et vont se dire « Ah bah tiens, on s'est rendu compte que X% de nos annonceurs faisaient ça, etc. » Je pense à un article, je ne sais plus quelle agence avait fait ça, mais ils essayaient de voir la cannibalisation entre le SEO et le SEA. Sujet qu'en tant que sales, on a tous rencontré avec nos annonceurs. Bah, eux, ils ont fait une étude auprès de tout leur portefeuille d'annonceurs. Ils ont regardé avec AdWords, avec la Search Console, globalement, est-ce que ça se complétait ou est-ce qu'au contraire, il y avait cannibalisation. Cet article-là, il a cartonné. Ils ont montré une expertise à la fois en SEO et en SEA. Ça, c'est du contenu de qualité. Donc, n'hésitez pas à vous pencher auprès de vos annonceurs et à essayer de créer du contenu intéressant. Et encore une fois, mon article contient au moins un call to action parce que le but, ce n'est pas que les personnes se contentent de lire votre article, mais c'est que ça se transforme en lead derrière. Donc, encore une règle qu'on donne tout le temps aux annonceurs qu'on rencontre. Chaque page de votre site, de votre blog, doit diriger vers le formulaire de contact ou la demande de devis. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de page qui soit une impasse sur votre site. Je le répète, mais c'est important. Ensuite, donc encore une fois, en parlant avec pas mal d'agences, je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal qui avaient un site qui n'était pas terrible, mais qui ne pouvaient pas le refaire pour des raisons X ou Y. Ouais, non, on va se faire racheter par tel truc, du coup c'est compliqué, etc. Faites des landing pages. Truc qu'on dit systématiquement aux annonceurs en B2B. Il y a pas mal de solutions qui sont ultra puissantes. Je pense à Instapage. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un dans l'audience. Instapage, c'est une solution. C'est payante, je ne sais plus combien ça coûte. C'est un truc genre 100 $ par mois, quelque chose comme ça, qui vous permet de créer des landing pages ultra efficaces. C'est optimisé pour AdWords et pour tous les autres leviers d'acquisition. La landing page est parfaitement compatible mobile. Elle se charge en moins de 3 secondes. Voilà, truc qu'on vous répète tous les mois. Et grâce à ça, vous pouvez vraiment vous positionner sur des requêtes précises avec du contenu qui va matcher chaque requête et avoir quelque chose qui va convertir. Okay, donc, n'hésitez pas à faire des livres blancs, utilisez Instapage pour avoir un support sur lequel driver du trafic et vous pouvez faire des campagnes sur AdWords, Facebook, LinkedIn, les supports qui vous intéressent le plus pour faire entrer des leads. OK ? C'est quoi les règles de base pour avoir une landing page efficace? Encore une fois, conseil qu'on donne très souvent à nos annonceurs, mais qu'on n'utilise pas trop nous. J'ai pris cette landing de DocuSign, c'est une boîte qui fait des solutions de signature électronique. Ils sont très très bons. Ils font une landing qui est très propre, très efficace. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut voir. Bon, je ne vais pas vous dire ouais le logo c'est bien, il faut qu'il soit beau, etc. Ce qui me plaît beaucoup, c'est le KISS. KISS, ça veut dire Keep it stupid and simple. Donc, garde ton contenu simple et stupide. Voilà, si vous n'avez pas compris mon accent. Pourquoi votre proposition de valeur, il faut qu'elle soit très claire, très évidente. Essayez pas de mettre un maximum de contenu sur la même page, ça ne sert à rien. Il faut aller droit à l'essentiel. Gardez en tête que la plupart des internautes, et encore plus les personnes qui travaillent dans le marketing digital, ont une vision assez utilitariste du web. Je pose une question, je veux qu'on y réponde tout de suite. Et encore plus quand on cherche un prestataire B2B, une agence ou autre chose. Moi, je cherche tel type de contenu, donne-moi juste ce que je veux, rien d'autre. Me raconte pas toute ta vie, je veux juste ce livre blanc, permets-moi de le télécharger, avec un formulaire pas trop compliqué si possible. Et ça, c'est les choses qui fonctionnent. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous inspirer de DocuSign. Social proof, je ne sais pas comment le traduire, la preuve sociale, c'est pas très beau. Mettez en avant les annonceurs avec lesquels vous travaillez déjà. Okay, c'est vraiment important parce que, encore une fois, c'est un facteur de différenciation. Moi, j'ai beaucoup d'annonceurs, quand ils me parlaient de leur agence, ils me disaient « Tu connais machin ?» Je dis « Ah bah non, pas trop. » Il me dit « Ah bah pourtant, elle bosse avec
tel annonceur qui est ultra connu. Et je disais, ah bah ok, bah, du coup, ça doit être une bonne agence. Le réflexe classique. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant vos clients les plus prestigieux. Préparer un calendrier éditorial. Voilà. Quelqu'un a déjà créé un blog dans la salle ou pas? Ok. Moi aussi, hein, j'en ai créé un quand je cherchais un job, il y a assez longtemps, baptistebeauvisage.com, site assez inutile. Et je me suis dit, tiens, je vais bloguer. Ça va être pas mal, je vais écrire un article toutes les semaines. J'ai lu sur un site qu'il fallait écrire un article toutes les semaines, le poster sur Twitter avec différentes mentions, etc. Au bout d'un mois, j'ai arrêté. Et globalement, tout le monde fait ça. Donc, avoir un calendrier éditorial avec du contenu, du coup, comme ça vous permet d'avoir une vision des différents types de contenus que vous allez poster. Surtout, qui va être owner, donc qui va écrire cet article, qui va l'approuver et quelle va être la deadline. Ça vous permet d'être sûr que vous allez vraiment avoir des articles qui vont sortir. Et ça doit matcher votre organisation et pas l'inverse. Ça sert à rien de dire au traffic manager, tu dois écrire 2 articles par semaine. S'il n'a pas le temps, son job, ce n'est pas d'écrire des articles, c'est avant tout de gérer ses annonceurs. Donc, prévoyez une stratégie de contenu qui va matcher à votre structure. Ça ne sert à rien de vous fixer des objectifs qui sont inatteignables parce que déjà, vous allez mettre toute votre équipe à dos et surtout, vous n'arriverez jamais à vous en tenir. Donc, quelques bonnes pratiques, trucs que j'ai remarqué dans certaines agences. Globalement, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient un meeting par mois sur toute leur stratégie d'inbound. 1 heure. Donc, ça ne leur prenait pas beaucoup de temps. Et sur cette heure, les choses vraiment importantes qu'ils passaient en revue, c'était revue de la performance. Auquel, le mois dernier, on a eu combien de leads? Équipe commerciale, est-ce qu'ils étaient bien, est-ce qu'ils n'étaient pas bien? Oui, non, pourquoi? Est-ce que ça nous génère du business derrière? Le mois prochain, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va être en charge d'écrire des articles? Est-ce que tu peux écrire un article sur ça? Ok. Est-ce que vous avez des idées d'articles? Point barre. Et après, chacun poste le contenu. Et il y a une personne pour valider évidemment ce qu'on va dire sur le site. Pas beaucoup de temps, mais surtout une organisation efficace. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut fonctionner. Essayez pas de vous fixer des objectifs énormes parce qu'un gars chez Google vous a dit que c'était bien de faire de l'inbound. Essayez vraiment de faire quelque chose qui va matcher à votre organisation. Encore une fois, appliquez les conseils que vous donnez à vos clients. Si vous faites un blog mais que vous ne regardez pas quel post fonctionne bien, quel relais média fonctionne bien, si vous l'avez promu sur Facebook, si vous l'avez posté sur LinkedIn, etc., regardez ce qui fonctionne bien, regardez les types de contenus qui fonctionnent bien. Tiens, on s'est rendu compte que quand on parle de SEO et de SEA, on a beaucoup plus de leads qui rentrent. On va peut-être creuser ce segment parce que, a priori, c'est quelque chose qui intéresse nos annonceurs. Et surtout, calculer votre ROI. Je vous ai mis quelques outils parce que je sais qu'en agence, la chose dont on manque le plus, après les leads, c'est le temps. N'hésitez pas à automatiser un maximum de choses. Je pense à Outsuite qui vous permet de poster des choses sur tous les réseaux sociaux en même temps ou de les planifier, ultra pratique. Il y a IFTT et je ne sais même pas comment ça se prononce, Zapier ou Zapier. Ça, c'est des outils qui vont vous permettre de plugger différentes applications pour automatiser certains process. Donc, quand je reçois tel truc, tel mail par exemple, ça déclenche telle application qui va enregistrer le lead dans mon CRM, ce genre de choses. N'hésitez pas à creuser ça, ça vous permettra de gagner pas mal de temps. Et Mailchimp, un classique pour envoyer des mails. Pour résumer, une bonne stratégie inbound, c'est avant tout un positionnement qui est différenciant. Je ne suis pas juste une agence SEM. Un effort sur le long terme, le moment où vous allez ouvrir un blog, vous n'allez pas avoir des leads qui vont rentrer le premier mois, c'est sûr. Ça va prendre pas mal de temps. C'est pour ça que ça ne sert pas à grand-chose de confier ça à un stagiaire. C'est plutôt un poste, c'est un poste important. Une fois qu'on a estimé le ROI, en plus, on peut savoir combien de ressources on peut allouer. Donc, c'est vraiment un effort sur long terme. Du contenu de qualité et surtout inédit. Une structure, une stratégie inbound qui est adaptée à mon organisation et surtout une mesure. Encore une fois, hein, c'est des conseils qu'on donne aux annonceurs, mais qu'on a un peu du mal à respecter. Est-ce que vous avez des questions sur l'inbound? Ok. On va faire un atelier après dessus, donc on rentrera un petit peu plus dans le concret. Pour faire la transition, encore une fois, cette bonne étude HubSpot, on a demandé à des sales quelle est la principale source de vente, et eux ils disent c'est les leads que je vais chercher moi-même. Okay, assez classique. Du coup, on ne peut pas se contenter de faire de l'inbound, on a aussi besoin d'aller faire de l'outbound.